Bonjour à vous, petite vidéo de rentrée en extérieur pendant qu'il fait beau et j'en profite pour prendre l'air en même temps que, on va dire, proposer une réflexion sur les uniformes que Macron voudrait voir être remis à jour à l'école. Alors bien entendu, derrière cette proposition, il y a toujours, on va dire, c'est enrobé de gélatine, de bonnes intentions, de moraline comme il le faut bien, pour faire passer quelque chose qui est très représentatif de notre époque, c'est-à-dire l'uniformisation. Donc là, on va aller vers la symbolique de cet uniforme. Alors bien sûr, on pourrait y voir une opportunité républicaine, égalitariste, voilà, et non pas équitable, surtout en ces temps d'abaya ou de n'importe quel autre signe. J'ai vu que là, il y avait un proviseur qui avait interdit un kimono japonais. Donc voilà, peu importe le prétexte, on va dire, on hyper amplifiera des phénomènes pour tendre encore une fois vers une uniformisation. Alors c'est très intéressant de voir qu'on va revenir à l'uniforme à l'ère où on prône le multiculturalisme, où bien on peut s'appeler comme on veut, avoir un prénom de manga, on peut s'identifier au sexe qu'on veut, on peut même s'identifier à des animaux. Voilà, je peux décider demain de m'identifier à une femme ou être un renard, c'est pas un souci. Par contre, je ne peux pas porter un kimono. Et donc il faudra un uniforme. Et comme je vous disais, en fait c'est très symbolique, ça représente une volonté d'uniformiser les esprits, de tout rentrer dans un moule. Donc cet uniforme physique est la représentation totale de l'uniformisation psychique et presque des esprits depuis ces dernières années de conditionnement de force, où on assiste à une incapacité du dissensus. Alors je vais l'étayer d'exemples très concrets, à la fois ceux qu'on peut voir dans la société, puis surtout moi en tant que éditeur, réalisateur et auteur, qui se heurte soit à les difficultés de proposer une parole alternative ou complémentaire au discours dominant, entre guillemets, voire même à la censure. Et là aussi, il y aura des exemples très concrets. Si vous observez dans les médias, dès l'instant qu'une personne questionne le dogme, est-ce qu'on pourrait parler de ce médicament? Est-ce qu'on pourrait parler de ces injections? Est-ce qu'on pourrait parler de cette mesure? Est-ce qu'on pourrait parler de cette guerre? Est-ce qu'on pourrait parler des causes profondes qu'il y a derrière cette réforme? Et bien tout de suite, il va y avoir un anathème extrêmement violent qui va être porté soit sur l'idée, mais généralement sur la personne. Et là, pour le coup, quel que soit son costume ou son uniforme. Et donc, il va y avoir. Et donc d'ailleurs, souvent, les gens, quand ils prennent la parole, ont eu l'habitude, ils disent « je ne suis pas complotiste, mais… » Parce qu'ils savent qu'ils vont être traités de complotistes ou de fascistes ou de faire le jeu de l'extrême droite, etc. sur des sujets qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y avait sur France Inter une émission sur le climat. Et là, il y a une dame, je suis désolé, j'ai oublié son nom, tant elle est inutile, je m'en excuse, j'essaierai de le mettre en description. Claire quelque chose, je suis désolé, pas bien bossé. Et donc, il y a le journaliste de France Inter, donc payé par l'État, qui lui dit mais quand même, il y a des climato-sceptiques, c'est-à-dire qu'on les moque. Elle dit oui, c'est vrai, c'est grandissant. Et en fait, elle fait de la sociologie, ce qui n'est pas du tout son travail. Elle dit mais on se rend compte que les gens qui sont climato-sceptiques et qui posent des questions sur les mesures sur le climat sont souvent de droite. Et en fait, ceux qui disent que ça serait un moyen de faire peser des réformes punitives sur les citoyens sont souvent d'extrême droite. Donc en fait, être climato-sceptique, elle fait ce raccourci-là à l'antenne, climato-sceptique, c'est d'extrême droite. Et le journaliste lui laisse la liberté de ses propos se rebondir en disant ça n'a rien à voir en fait. Et donc, que ce soit sur le climat, que ce soit sur la santé, que ce soit sur l'économie, ou de questionner l'opportunité de se joindre à une guerre otanesque, on va dire il n'y a pas de possibilité de débat. Et donc là, on arrive à une pensée uniforme. Et c'est assez grave. Et si on va dans le sens des propos qui sont souvent mis en face des gens qui essayent d'avoir un discours contradictoire, c'est-à-dire d'avoir une pensée d'extrême droite ou d'être des fascistes. L'extrême droite, si on regarde bien, ou le fascisme, c'est prendre le pouvoir de manière non démocratique.
c'est-à-dire en force. C'est-à-dire on n'est pas dans le cadre républicain et on ne se trouve pas légitime par le vote. Et donc si vous regardez l'extrême droite en France, bon, vous avez des gens comme Bardella, comme Marine Le Pen, qui sont pro-européens, donc je peux dire il n'y a pas de cadre plus institutionnel que l'Europe. Par contre, donc c'est vraiment un miroir aux alouettes qu'on agite. Mais par contre, le totalitarisme de la pensée uniforme, de dire si vous pensez telle ou telle chose, vous êtes un fasciste, ça c'est avoir un discours fasciste, profondément, c'est-à-dire d'exclure l'autre. Alors c'est intéressant, moi je m'en fous, je n'adhère à une cause de parti, et d'ailleurs si vous regardez ligne éditoriale d'Exuvie, il y a même un ouvrage de Simone Veil, que j'ai édité il y a 3 ans, plus de 3 ans et demi, note sur la suppression des partis politiques, où mon idée démocratique se retrouve plus sur les communs. Voilà, bref, petite parenthèse. Et donc du coup, il est impossible de questionner la question du climat, et on a même vu un prix Nobel scientifique se voir interdit de conférence parce qu'il était qualifié de climato-sceptique. Et le climato-sceptique revient à être complotiste, voire platiste, et on va tout amalgamer. C'est-à-dire que vous pouvez être monté par le système un jour, comme le professeur Montagnier, ou donc cet autre prix Nobel, et le lendemain être descendu si votre opinion, votre expertise vous amène à être dans le dissensus et si vous ne portez plus l'uniforme sociétal requis pour figurer dans les médias et recevoir les bonnes médailles à épingler en étant un bon soldat. D'ailleurs c'est intéressant, je profite pour faire un petit aparté. Il y a un médecin de 63 ans dans les Charentes qui vient d'être radié définitivement de l'ordre des médecins. Il n'a plus le droit de pratiquer parce qu'il a relayé à ses patients les propos du professeur Montagnier. Donc l'ordre des médecins régional, c'est-à-dire des Charentes-Maritimes, l'a radié pour cela. Là aussi, il y a un uniforme, une blouse blanche, comme une sorte de grande prêtrise qui fait voir eh bien, qu'on n'a pas le droit de sortir du moule, qu'on n'a pas le droit d'ôter son uniforme pour s'exprimer comme un humain. Et donc, eh bien, ces phénomènes-là tendent à terroriser le public pour qu'elle ait l'illusion d'une liberté de parole, parce qu'à chaque fois qu'on dit, bah, c'est quand même bizarre, on dit, bah, t'as qu'à aller en Corée du Nord, puis tu verras. Mais en fait, le vrai totalitarisme, c'est d'être suffisamment puissant pour ne pas avoir besoin de mettre de censeurs ou de flics derrière chaque personne qui s'exprime, puisque la terreur interne suffira à ce que sont conformes au reste. D'ailleurs, on prend des exemples et on les broie, comme Montagnier, comme Péronne, comme Henrion-Caude, comme Fouché, par exemple. Et on essaye de les détruire publiquement en faisant comprendre à leurs confrères, si vous exprimez, on va vous broyer, vous n'aurez plus rien. En tout cas, ça va être très dur. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre de pression, on a compris. De la même façon que vous avez le droit de manifester, mais on vous ébornera, on vous arrachera les mains, on vous fracassera les dents. Mais vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de refuser cette injection expérimentale, mais vous n'aurez plus de liberté de circuler, vous ne pourrez plus travailler. Petite dédicace aux soignants suspendus. Mais vous êtes libre, vous avez le choix. D'ailleurs, c'est le discours qui est tenu par nos dirigeants et ceux du monde entier, comme Trudeau au Québec, qui a dit « Mais je ne comprends pas, attendez, vous nous parlez de dictature sanitaire, qui a été obligé de s'injecter ?» Et c'est vrai. Mais quand on fait peser de manière puissante, on va dire, de la pression, eh bien, il n'y a pas besoin de menacer ou d'appliquer une règle, puisque l'exemple suffit. Et donc moi, en tant que, comme je vous disais, éditeur, réalisateur et auteur, et puis conférencier, je me déplace beaucoup. Et là, j'ai plusieurs livres, évidemment, où les libraires disent « Ah, c'est quand même particulier, hein. Vous parlez de jeunes, il y a ces sous-surveillance des sectes, bon d'accord. Vous parlez de système immunitaire avec l'hormèse, quand même, c'est pas prouvé scientifiquement. Bien sûr que si, comme le jeûne. Donc là, on se dit, bon, ça devient un problème.
sorti un livre sur le ramadan. Vous comprenez, c'est politiquement incorrect dans cette période, là depuis quelques années, les musulmans, l'islam. Ok, d'accord, très bien. Sort un livre, Agonie et renouveau du système de santé de Louis Fouché. Vous comprenez quand même, ces prises de parole sont polémiques. On ne va pas prendre. Ok, très bien. Le dernier livre de Vincent Pavant sur les élites et puis le lien avec la philosophie de Sade. Vous comprenez quand même, nous on ne fait pas de politique. D'accord. Et puis là je viens de sortir deux livres. Les deux prochains livres c'est sur la mémoire de l'eau, mais coécrit avec Marc-Henri qui est un des plus grands scientifiques en physique quantique. Donc l'université de Strasbourg, il est universitaire. Vous comprenez, la mémoire de l'eau, la physique quantique. Mais en fait, il n'y a personne qui va derrière ces libraires-là pour leur dire il ne faut pas éditer ça. Et souvent, quand je creuse, ils disent mais il faut qu'on protège nos lecteurs. Non, il faut que vous protégiez vous de l'éventuel questionnement de pourquoi vous avez ça en rayon. On voit Julien Pin qui débarque dans certaines librairies qui questionne pourquoi vous avez ces livres-là. Eh bien, simplement cette question-là, on n'a pas envie d'y répondre. Donc, on ne va pas mettre en rayon. Le dernier exemple en date, c'était la semaine dernière pour ce livre-là. Magnifique ouvrage de la psychologue Sonia Delahaye. Ils n'en sont pas morts. Regarde une psychologue sur la maltraitance invisible des enfants. Donc il s'est quand même passé quelque chose pendant la crise Covid avec les enfants, mais il ne faut pas en parler. Il ne faut absolument pas en parler. Et donc, ce livre est proposé aux libraires. Et il y a certains libraires qui disent « c'est trop politique ». Ben non, en fait, c'est un décryptage de la part d'une psychologue qui fait une expertise et qui donne un avis, un diagnostic. Elle exprime une opinion. Et un libraire dit non, pas de politique ici. Mais en fait, t'as Zemmour, t'as Le Pen, en rayon, t'as plein de choses, t'as Bruno Le Maire et sa dilatation de petit orifice, tu as les écrits de Macron, tu as tout ce qu'il faut. C'est donc de la politique. Et on ne pourrait pas parler de ce qu'ont subi les enfants, de cette maltraitance invisible. Et puis tu as le livre de la psychologue Caroline Goldman qui préconise les punitions, les retours à l'ordre à partir de 12 mois, le fait de les confiner dans leur chambre s'ils ne se soumettent pas à l'autorité, notamment celle du père, c'est très bizarre. Et pourtant, Caroline Goldman, elle a une émission tous les jours à France Inter, service public. Et bien là, ça me permet de faire la boucle, de dire, eh bien là, c'est le retour à l'uniforme, à l'uniformisation, à l'uniformité. C'est-à-dire, enfant, tu exprimes quelque chose, je te casse ta volonté, je te casse ton désir, je te casse ton souhait ou ton besoin, je t'isole. On va faire plusieurs vidéos avec Sonia Delahaye où on va décortiquer ça et de montrer qu'en fait, ce qui se passe dans l'école, ce retour à l'uniforme, ce retour à l'uniformisation, ce retour à l'ordre, comme Macron le disait, il faut remettre de l'ordre à l'école et il faut remettre de l'ordre dans les familles. Eh bien, en gros, c'est de la conformité. Tout s'en rend et rien ne doit dépasser. De la même façon que l'instruction à domicile est, on va dire, proscrite. On va dire à de rares exemples. Si vous faites partie des gens du voyage, ou si vous êtes itinérant en travaillant dans un cirque, vous n'avez plus le droit de scolariser votre enfant à domicile. Eh bien ça, c'est déjà un premier uniforme. Donc en fait, l'habit, de quelle couleur qu'il soit, il est déjà porté dans cette carapace psychique. Et les enfants vont être habitués à cela. Et ils ne vont plus aller, quelqu'un qui va exprimer une opinion différente de l'ordre établi, pour eux, ils vont la rejeter en disant c'est bizarre, c'est fasciste, c'est complotiste, c'est 3 petits points. On a tellement pressurisé les esprits, on a tellement intimé avec violence, menaces et chantage qu'il ne fallait pas penser autrement, que les élites intellectuelles de tel ou tel milieu, que ce soit la sociologie, l'anthropologie, la politique, enfin le sens social de manière générale ou la médecine, ne s'expriment plus, et bien le citoyen lambda accepte tacitement à peu près tout. Y compris la maltraitance sur les enfants qui représentent l'avenir du pays. Donc c'est pour ça que j'avais demandé à Sonia Delahaye, qui a une expertise là-dessus et qui a fait un travail de fond. Déjà, vous pouvez retrouver des interviews d'elle sur France Soir, et bien d'écrire ce petit opuscule parce qu'il y a urgence à comprendre qu'on est en train de faire former des citoyens avec des uniformes, non pas vestimentaires, mais psychiques.